Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition vespérale. Prenons-en d'abord le sommaire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie à la conférence ministérielle sous le leadership du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Au cœur de cette rencontre, le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Encore une fois, bonsoir. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine et avec le concours de la Commission de l'Union africaine, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie participent depuis ce dimanche à Kinshasa à la conférence ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Ce barrage est le plus grand d'Afrique. Il fait l'objet des négociations tripartites entre les trois pays pour trouver un accord consensuel. La conférence ministérielle de Kinshasa va durer 2 jours, soit du 4 au 5 avril, et se déroule en 2 temps, une session protocolaire et une autre qui se veut à huis clos. Pour la journée inaugurale, 2 allocutions ont été faites devant le représentant de 3 pays concernés avant la séance proprement dite de pourparlers et à huis clos et paritaire. Premier à prendre la parole, le commissaire politique paix et sécurité de l'Union africaine, M. Bankole. Dans son allocution, il a souhaité une solution durable à ce dossier. Il a félicité l'initiative du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, qui a opté pour une solution africaine aux problèmes africains, tout en rappelant les précédentes initiatives prises par ses pairs africains autour de cette question. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est montré plutôt optimiste quant à une issue heureuse sur ce projet qui devrait être une source de vie et de paix selon ses propres termes. Je pense personnellement que la décennie de rencontres et de négociations n'a pas été une décennie perdue. Abordant la sortie tardive du gouvernement Sama Lukonde, au micro de Top Congo FM, le député provincial Peter Kazadi affirme que tout est fin prêt à 99%, étant donné que le chef de l'État tient à la cohésion nationale. Pour ce proche collaborateur du chef de l'État, la balle se trouve être dans le camp de chefs de partis politiques. On le suit. Le président de la République ne retarde rien. Le président de la République veut tout simplement composer un gouvernement qui va consolider l'unité nationale, la cohésion nationale. Dernièrement, on a parlé de la représentativité de la femme. Je peux aujourd'hui vous dire que la balle, c'est beaucoup plus dans les camps des forces politiques en présence. Je pense que 99% du gouvernement est fait. Il reste très peu de réglages et le gouvernement va sortir dans les heures qui viennent. Est-ce que la tête du gouvernement poserait aussi problème? Vous savez, il y a un président africain qui a dit il vaut mieux un gouvernement de 100 personnes pour éviter 1000 problèmes. Effectivement, puisque tout le monde veut être là-dedans, ça appelle aussi à ce que la taille soit élevée, mais nous sommes en même temps habités au problème du train de vie des institutions au vu des besoins sociaux de la population. Le président de la République est justement en train d'arbitrer entre tout ça. Le gouvernement actuel est démissionnaire. Aujourd'hui, le pays est bloqué. On ne peut pas dire que le pays est bloqué puisque là où ça demande d'engager le pays, le président de la République en tant que garant de la nation peut donner l'autorisation au ministre d'agir. Il s'est tenu en date de samedi 3 avril 2021 à Kananga une rencontre de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'harmonisation du calendrier académique et le rappel des instructions du ministère de l'ESU en vue du bon fonctionnement de ces établissements. Soleil Toumba Mofika pour le détail.
Cette rencontre qui s'est tenue dans la salle de lecture de l'Université pédagogique de Kananga avait pour but d'harmoniser ensemble avec le chef d'établissement de l'ESU tant public que privé le calendrier académique pour l'année académique 2020-2021 et aussi un réarmement des instructions académiques telles que prescrites par le ministère du tutelle. Le président de la conférence des chefs d'établissement pour le Kasaï occidental de Mamré parle ici des objectifs. Professeur Nyoka Mozart Mupangila. Pour aujourd'hui, on s'est réunis à harmoniser le calendrier académique pour l'année académique 2020-2021 dans notre ressort. Et pour le deuxième, il fallait rappeler aux membres de notre conférence un certain nombre de textes qui régissent le fonctionnement de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons demandé à ce que nous puissions considérer une année normale. Par exemple, où l'année académique commençait le 15 octobre pour que le premier trimestre se termine le 25 décembre et transposer sur la nouvelle année académique 2020-2021. Les cours ont été semestrialisés pour permettre de récupérer. Une rencontre vivement saluée par les participants qui ont émis le fait de voir pareille rencontre se pérenniser. Je préfère que ce genre de rencontres se répète pour que nous puissions diffuser, n'est-ce pas, les normes, les règlements, les lois, les tests qui régissent l'enseignement supérieur en général et l'enseignement supérieur en particulier dans notre province du Kasaï central et dans le Grand Kasaï. Il faut noter que cette rencontre a connu la participation de presque tous les chefs d'établissement tant publics que privés de la ville ainsi que ceux de l'intérieur de la province. Ce mardi, à Mbandaka, l'Union de femmes de médias a sensibilisé les femmes leaders sur les maladies endémiques. Cette session s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois de mars dédié à la femme. José Maza Osukuma. Journée de sensibilisation à Mbandaka ce mardi 30 mars, l'Union congolaise des femmes de médias ICOFEM, avec l'appui de l'Internus, a organisé une journée de sensibilisation sur les maladies endémiques à l'intention des femmes leaders de la ville de Mbandaka. Cette cérémonie a eu lieu au centre évangélique Bakanzaïsdor de la ville. Organisée par la présidente de l'ICOFEM Équateur, Gisèle Wengela, cette séance de sensibilisation qui a regroupé environ 30 femmes leaders et quelques hommes ont été sensibilisés sur les maladies de mains sales, notamment la fièvre typhoïde, le choléra, le paludisme qui se présente par excellence dans la communauté, dans la province, a indiqué la présidente de l'ICOFEM Équateur, Gisèle Wengela. Nous avions réuni les mamans des différentes associations ici dans la ville de Mbandaka. Elles sont venues pour la sensibilisation. Nous les avions sensibilisées par rapport aux maladies endémiques, s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le bain de notre sujet de séjour, c'était d'abord la sensibilisation sur la COVID et l'Ebola. Vous-même, vous êtes avec moi qui, malgré l'Ebola, est parti, malgré la déclaration de la riposte par le ministère de Santé. Mais nous avons l'obligation de nous protéger, de respecter les gestes barrières, notamment pour les cas de pandémie de Covid. La Covid est là, elle est entre nous. Nous avons cette obligation de nous sensibiliser, de respecter tous les gestes barrières qui ont été édités par les chefs de l'État. Sur ce, les femmes leaders étaient notre première cible. Nous aurons une série d'activités, mais nous avions l'obligation de sensibiliser d'abord les femmes leaders. Cette activité n'est qu'au commencement, car l'équipe du comité provincial va descendre dans l'arrière-province, notamment dans tous les territoires, pour sensibiliser toutes les femmes leaders sur les maladies endémiques. Cette série de sensibilisation rentre dans le cadre des activités du mois de mars, le mois dédié à la femme. Religion à présent, le chrétien du monde entier ont célébré ce dimanche 4 avril la Pâque. Comprenez, ne confondez pas avec Pâques sans S qui est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Il s'agit ici de Pâques avec S qui est la résurrection de Jésus-Christ. Suivez les détails avec Popol Zirkwao. Après avoir passé 40 jours de jeûne, prière, partage et aumône, les chrétiens du monde ont loué le Christ en ce dimanche de la résurrection par le chant de Gloria.
Avec faste, les chrétiens de la paroisse Saint-Maximilien-Colbert sont venus nombreux rendre grâce à Dieu en cette fête de Pâques. Un mystère d'un Dieu qui se rabaisse jusqu'à la mort ignominieuse de la croix pour être élevé au-dessus de toute créature. La Pâques nous dévoile la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans la faiblesse de l'homme. En cette célébration eucharistique, l'Église a mis un accent sur la nation qui traverse un moment particulier. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques pour toute l'humanité chrétienne. Nous avons voulu aussi, à notre manière, ici à la paroisse Saint-Maximilien, fêter le Seigneur qui est ressuscité. C'est une grande joie. Nous sommes ressuscités et de maintenant, nous allons acquérir de nouvelles habitudes pour pouvoir construire notre nation, le Congo. Moi, je mets l'accent sur le pays qui traverse ce moment un peu particulier, un moment difficile, que nous puissions vraiment tous ensemble avoir la grâce par cette fête de Pâques pour reconstruire notre pays. À tous les chrétiens, bonne fête de Pâques. Célébration de la Pâques aussi dans la province de la Chuapa. C'est Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, qui a dit lui-même cette messe pascale, contrairement aux années précédentes, la veillée pascale n'a pas eu lieu. Suivez. Dans un contexte particulier dû au Covid-19, la veillée pascale s'est déroulée pendant la journée, contrairement à la tradition de l'Église catholique, à raison du couvre-feu sanitaire instauré par les autorités du pays. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame du 36 Rosaire. La bénédiction du bougie pascal et les rituels du feu, ce sont là les temps forts de la veillée pascale. Au cours de cette célébration, l'archevêque de Kisangani a exhorté les fidèles chrétiens à imiter le Christ ressuscité qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et de ses péchés. Et c'est de signaler que les dimanches de Pâques, 18 bébés ont été baptisés par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, toujours dans la cathédrale Notre-Dame du 36 Rosaire. L'année passée, le dimanche de Pâques a été célébré, mais sans fidèles, comme nous le montrent ces images tournées pendant le confinement en 2020. Tout à fait autre chose, problème d'évacuation des immondices au croisement des avenues Sayo et Lukandou dans la commune de Kassavobu. Il faut dire que ces avenues sont connues pour des odeurs pestilentielles, suffocantes, nauséabondes, qui mettent en danger la santé de la population. Celle-ci démontre l'implication sérieuse de l'autorité urbaine. Patricia Ndongo pour la suite. La gestion des immondices dans la capitale Kinshasa n'a pas encore trouvé de solution. Pas un pas sans immondices dans les quartiers populaires de la capitale. Sur l'avenue Sayo, située dans la commune de Kasavubu, les immondices sont exposés. Elles empêchent une bonne circulation des usagers de la route et surtout dégagent des odeurs qui indisposent la population. Cet état de choses perturbe la quiétude des habitants de l'avenue Sayo, qui se sentent exposés à des maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Dépassés, Divine, qui habite le quartier, interpelle l'autorité urbaine pour l'évacuation de ces immondices. En fait, c'est vraiment très mauvais parce qu'on est face à plusieurs maladies telles que la malaria, les typhoïdes, encore avec cette pandémie de Covid-19 ici. Donc on peut attraper plusieurs maladies. On est exposé vraiment. Donc on doit dire au gouvernement de trouver une solution parce qu'avec les odeurs nauséabondes ici, on ne supporte pas vraiment. Donc on doit vraiment dire au gouvernement de trouver une solution pour ces saletés ici. Il doit mettre des corbeilles par-ci par-là parce que l'avenue de Sayo, quand il pleut, on ne passe plus. Donc on est vraiment exposé à plusieurs maladies. Il faut dire que ces dépotoirs publics sont vraiment débordés, d'où l'évacuation de ces immondices va soulager les paisibles citoyens. Ce journal reçoit pour vous professeur Michel Degeldre, qui est administrateur délégué de la fondation CHU Saint-Pierre de Bruxelles en Belgique. Monsieur Degeldre, vous allez bien? Oui. Comment vous trouvez l'ambiance quinoise? Eh bien, beaucoup plus agréable que l'ambiance en Belgique. Avec le Covid, tout le monde est un peu sinistré. Et ce n'est pas du tout l'ambiance ici. Ah, d'accord. Vous êtes ici sur invitation du Centre international pour la promotion de l'Afrique que dirige de main de maître le professeur Pierre Omba.
Et on peut savoir la raison majeure de cette présence? Eh bien, en fait, nous avons déjà depuis quelque temps décidé de créer un centre pour la prise en charge des problèmes de fertilité ici au Congo. Et pour ça, on va ouvrir un centre, c'est une chose évidente, mais on va aussi surtout faire en sorte qu'on soit un grand groupe collaborateur ou collaboratif de gynécologues un peu partout du Congo pour mettre ensemble au point, je dirais, tous les problèmes et aussi tout ce qu'on pourrait faire comme technique chirurgicale ou de laboratoire pour la procréation médicalement assistée. Et qu'est-ce qui est prévu pour cette semaine? Pour cette semaine, on peut dire que vous n'êtes pas seul, il y a toute une délégation. Nous sommes toute une délégation, effectivement. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est former une vraie équipe. Une vraie équipe qui prend en charge de façon, je dirais, très standardisée, mais optimale, tous les problèmes de fertilité que rencontrent les couples. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble. Nous travaillerons évidemment aussi avec des radiologues, avec des biologistes, avec des infirmières et des psychologues, parce que le problème de la fertilité, c'est un tout. Mais c'est ce qu'on est en train de mettre sur place. Pour le moment, nous cherchons aussi à développer l'activité chirurgicale. Et donc, nous sommes en train de nous mettre en collaboration avec certains centres pour pouvoir faire de la chirurgie minimale invasive efficace. Et plus d'une décennie, SIPA et vous accueillez en Belgique des couples en détresse, pour cause de stérilité. Mais cette fois-ci, vous êtes là. Mais oui, notre université a créé des liens privilégiés avec SIPA, entre autres. Et donc, ça fait une bonne dizaine d'années que nous accueillons des médecins chez nous pour une formation qui n'est pas que la formation pour la fertilité. Il y a aussi avec l'Université catholique de Louvain des formations pour le dépistage anténatal, les échographies de grossesse et tout. Et donc, c'est un ensemble, je dirais, qui vise à monter le niveau, à monter l'expertise des médecins en travaillant activement dans nos services. Et puis vous recevez des couples en détresse, on reçoit des stérilité. couples. Mais oui. Vous êtes ici quand même, ça fait 10 ans, mais aujourd'hui vous venez quand même. Mais pour quelle raison majeure? La raison est simple. Je crois que les couples en détresse finissent par arriver chez nous avec des dossiers qui ne sont pas complets, des mises au point qui ne sont pas tout à fait bien. Et se déplacer, ça coûte beaucoup d'argent. Le problème de fertilité, ça ne se résout pas en 2 minutes. Et donc ce sont des séjours longs, fastidieux, anxiogène, et je voudrais, en mettant ce centre de fertilité de Kinshasa en route, je voudrais que toutes ces mises au point soient optimalisées, soient bien faites, et qu'on ait alors à ce moment-là un contact avec des centres privilégiés en Europe pour leur transmettre des dossiers, les discuter en amont avec les spécialistes, pour que lorsque ces couples congolais arrivent dans le centre de référence, ils soient pris en charge immédiatement et correctement. Il faut dire que quand on parle SIPA, c'est la formation continue. Avez-vous pensé aussi à parler à nos médecins ici sur place? Oui, donc c'est pour ça que nous créons une équipe ici. J'ai des médecins qui viennent de Kisangani, un petit peu partout du Congo, pour nous mettre d'accord sur nos techniques chirurgicales, notre façon d'approcher les problèmes de fertilité, pour en faire quelque chose d'uniforme et de bien géré. Il faut dire que votre hôpital a 35 ans d'existence, c'est pas peu. Oui, notre centre de fertilité a 35 ans d'existence. Notre premier bébé éprouvette date de 1982. C'est notre premier bébé éprouvette. Mais mon service a une grande expertise. Nous avons été aussi un des premiers centres à créer des banques de sperme, chose que nous aurons ici dans notre centre de fertilité. Il y a d'ailleurs une conférence qui est prévue, le jeudi 8. Ah oui, et voilà, j'ai cette chance. On a prévu une conférence jeudi 8 à l'INPES, je crois, l'INPES, je ne sais pas si je... l'INPES, oui, voilà. Ce sera jeudi matin, je crois, vers 10h. Et j'espère que les gens viendront nombreux, parce que je crois qu'il est important aussi, dans tous ces problèmes, de pouvoir expliquer calmement une approche qui est pas seulement efficace, mais qui est surtout respectueuse de tous les couples qui désirent avoir un enfant. Et ça, je trouve très important. Alors, je voudrais, une question qui me taraude un peu, je voudrais avoir votre avis au sujet de la médecine traditionnelle. Nous avons des gens, des médecins, qui se basent sur des plantes médicinales. Ils arrivent quand même à guérir. Quelle est votre conception de cette médecine que vous appelez la médecine de la grand-mère? Vous savez, la première chose, d'abord, je dois avouer une grande ignorance de ma part. Et donc, quand on ne connaît pas, on ne se prononce pas. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, je crois, c'est qu'il faut arrêter de penser que
nous avons la science et qu'il n'y a que cela qui compte. Je ne suis pas d'accord. Quand je vois les progrès que fait la médecine, je suis très content. Quand je vois les progrès qu'il faut encore faire, il y en a encore pour longtemps avant d'être vraiment efficace. Et donc, toute approche de médecine traditionnelle. Oui, mais même toute approche de l'humain, quelle qu'elle soit, est respectueuse de l'humain et c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Mais alors, une dernière question. Comment vous contactez ou vous rencontrez en ce moment? Alors, cette semaine, nous avons des consultations dans le centre de radiologie du docteur Matutsila à Gombe. Ça, c'est pour cette semaine. Mais lorsque notre centre... Vers l'OCC? Oui. Mais lorsque notre centre sera ouvert, je dirais, ce sera une activité permanente en collaboration avec certains centres hospitaliers. Merci. Vous avez un dernier mot avant que nous nous séparions? Mais dire que je suis très fier et très heureux de pouvoir travailler ici à Kinshasa et d'être reçu par votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors on va se retrouver certainement, puisque vous avez un long séjour ici à Kinshasa. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Prenons à présent notre rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia a tendu son micro à Cissé Traoré, journaliste à la télévision Nouveau Congo. Les sujets d'actualité sont très nombreux. C'est notamment la question de l'attente du gouvernement. Le nouveau gouvernement Samaloukonde qui se prolonge. Ce week-end, on a tous appris que les listes étaient presque finies et que le dernier travail qui restait à faire avait été confié au service d'intelligence. Question de checker le profil de chacun des ministrables. À part ça, il y a la question bien évidemment du Parlement, où au Sénat la loi sur la zone de libre-échange, la ZLEC, avait été discutée au niveau du Sénat. Il ne reste plus que celle-ci soit renvoyée à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Il y a aussi la question, il y a la petite brouille qu'il y a entre, ça fait partie de l'actualité, entre le vice-gouverneur et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence le gouverneur Gentini Ngobila et son vice Nerombogo. Ils se rentrent dedans, ils s'étalent à travers les plateaux de télévision pour dire ce que l'autre a fait qui était contraire aux textes légaux. Et donc les sujets d'actualité, c'est aussi cette attente que l'ancien AG de l'ANER qui est attendu, si tout va bien, ce mercredi au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, où il va devoir s'expliquer face au juge par rapport à ce qu'il lui reproche. 3 nouvelles plaintes ont été déposées, à part les plaintes qui ont été déposées auparavant vers le parquet de Matete. Complissons à présent notre page sportive. Après son élimination en phase de groupe de la Ligue des champions africaine de football, l'association sportive VEC Club de retour à Kinshasa a repris les séances d'entraînement. Se le voit de retour vers les interclubs de la CAF. Brigomulopo, Patrick Borel-Mukenzi. Après sa chute libre et une élimination précoce à la dernière journée de la phase des groupes de l'arène des compétitions, l'association sportive et club de retour au pays a directement entamé avec les séances d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte dans la mission de gagner tous ces matchs et remporter cette édition de la Ligue des Nations de football, la voie royale pour entrer en Ligue des Champions l'édition prochaine. Pour Jean-Florent Ibengue Ikwangé, la page C1 est tournée. Il faut s'engager à la 2-1. C'est difficile de récupérer, mais on a parlé avec les joueurs. Et maintenant, voilà, on repart vers ce qu'on a dit au début de saison, c'est être champion de notre Lina Foot et rentrer dans la phase de poule. Maintenant, on n'a pas réussi. On a réussi à rentrer dans la phase de poule, mais on n'a pas réussi à nous qualifier. On est tombé sur des adversaires qui nous étaient, disons, compliqués. Bonne chance à eux. Maintenant, à nous, c'est fini la Ligue des Champions. Place au championnat et gagner le championnat. Présentement, les Dauphins Noirs de Vita Club sont deuxième au classement partiel avec des matchs en retard derrière le tout-puissant Mazembe de l'Air des Congo, l'autre club éliminé en Ligue des Champions. Prenons aussi des informations au niveau de l'international.
En France, le vaccin AstraZeneca continue de susciter de l'inquiétude. Plusieurs cas de caillots sanguins ont été constatés en Europe chez des patients ayant reçu le sérum du laboratoire britannique. 14 décès ont été enregistrés en France sur un total d'1,9 million d'injections. D'après les autorités sanitaires, le lien entre le vaccin et ces décès n'est pas établi, mais dans la population, le doute s'installe déjà, comme dans ce centre de vaccination à Calais. Des personnes qui rappelaient pour se désinscrire en disant qu'elles ne souhaitaient pas, elles ne voulaient pas être vaccinées à l'AstraZeneca et qu'elles préféraient attendre un autre vaccin, même si c'était beaucoup plus tard. Résultat, ce centre se retrouve avec 550 doses qui n'ont pas trouvé preneur. En région parisienne, même inquiétude chez ces personnes venues se faire vacciner. Est-ce que vous seriez venu si c'était pour un vaccin AstraZeneca? Non, honnêtement non. Je ne serais pas venue parce que j'ai tellement entendu parler que certaines personnes avaient eu des problèmes. Il y a trop de risques. À la télé, on nous dit que c'est risque faible et il y a des morts aussi. Hein. Pour l'Agence européenne du médicament, les bénéfices du vaccin l'emportent sur les risques d'effets secondaires. Elle recommande donc de continuer son utilisation, mais assure mener des analyses supplémentaires. Complétons cette édition par la revue de presse signée Polydore Patrick Ngaziami. Attendu le week-end dernier, le gouvernement Samalou Condé n'arrive toujours pas. Le blocage se situerait toujours au niveau de la représentativité des femmes, indique Forum des As, qui se fie aux propos d'un haut cadre de l'UDPS. Selon ces derniers, des responsables des partis et regroupements politiques rechigneraient toujours l'idée de tenir compte de la représentativité des femmes dans le cabinet Sama. Voilà qui fait que la longue attente continue. Une attente qui plonge le pays dans une situation indescriptible que le peuple ne parvient plus à supporter, comme le rapporte le Monitor. En effet, écrit-il, il semble que les divergences entre les acteurs politiques venus du camp de l'ancien président avec ceux du chef de l'État actuel sont à la base des difficultés. C'est tout cela qui pousserait le Premier ministre à jeter l'éponge. Samalou Condé menacerait donc de démissionner. Quant au président de la République, Félix Tshisekedi, il s'active à assurer les bons offices dans le conflit autour du grand barrage de la Renaissance. Hier, à Printemps, avec le potentiel, il a donné le go de la poursuite des négociations tripartites entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur l'exploitation du dit barrage et le remplissage de son réservoir. Il est en réalité au centre des bons offices en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, comme l'indique en manchette le quotidien. Sa mission est clairement ressortie dans le titre que présente l'Avenir à ce sujet, à savoir réconcilier Égyptiens, Éthiopiens et Soudanais. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a, lors de l'ouverture de la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance, souligné l'importance de l'eau pour les pays riverains du Nil. On ne peut comprendre la problématique de la construction de ce barrage sans reconnaître le besoin croissant de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan pour leurs ressources en eau transfrontière, écrit l'agence congolaise de presse, le citant, et cerner l'importance du Nil en tant que source de vie et source de développement pour ces trois pays. Dans un autre registre, renseigne la proclamation, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a obtenu le vendredi 2 avril dernier la majorité de votes au Sénat en faveur de l'accord sur la ZLECAf, et ce, en convainquant les sénateurs sur les avantages que la RDC peut en tirer en cas d'adhésion. Finalement, indique le journal, ces derniers ont voté à 97% en faveur du projet de loi portant ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Acacia Bandoubola a-t-elle touché 12 millions de rétrocommissions, s'interroge Congo Nouveau. Oui, pour les hebdomadaires qui estiment qu'elle a traité le dossier des créances avec les pétroliers à l'insu du Premier ministre Ilunga Sylvestre, en profitant d'une période politique trouble qui a coïncidé avec les nouvelles presque confirmées du changement dans le cabinet du chef de l'État. Non pour le manager Grognon qui soutient qu'elle n'y est nullement impliquée et que les 12 millions ne sont pas à chercher chez elle
toutes choses étant égales par ailleurs. Dossier Kalev Moutonde, le point culminant est atteint, renseigne Africa News. Ces avocats clament haut et fort que leur client Kalev n'a jamais défié la justice de son pays et sollicitent un procès public devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Comme on peut le constater avec la prospérité dans son titre, Kalev Moutonde et les plaignants s'accusent mutuellement. Mais qui sortirait gagnant d'un procès public d'un ancien administrateur des services secrets de la RD Congo, s'interrogent les plus avertis de la gestion de la chose publique. Enfin, malaise au sein du gouvernorat de Kinshasa, Nerombungu dénonce la mégestion de Jean Tiningobila, affiche le journal. Le tabloïd évoque le passage dans une émission produite sur place à Kinshasa, au cours de laquelle le vice-gouverneur Nerombungu regrette d'être un vice d'une personne comme Jean Tiningobila, un gouverneur qui n'est pas organisé dans sa façon de faire les choses. Le cas du programme Kinbopeto, dont il a qualifié la gestion, à laquelle d'ailleurs il n'est pas associé, de bidon et sans planning, en dit long. Bonsoir. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, prenons d'abord le rappel de titre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie à la conférence ministérielle sous le leadership du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Au cœur de cette rencontre, le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Voilà, ce journal est complètement terminé. Qu'il plaît au Seigneur pour que nous nous retrouvions demain à la même heure. Au revoir.